Binge audio. Je suis là parce que le système de santé français est en train de s'effondrer et qui ne s'effondre pas simplement à l'hôpital mais aussi en ville avec des conditions d'exercice pour les généralistes qui font qu'il n'y aura pas de relève demain. Le cinquième de ce que nous avons à faire, c'est la consultation. En dehors de ça, nous avons donc des impératifs auprès de la CEPAM, de l'URSSAF. Et notre cœur de métier n'est plus la médecine. C'est un dimanche matin, je suis arrivée pour prendre une garde. Et c'était pour une fois un petit peu calme, donc on avait le temps de discuter avec une de mes collègues. Et cette collègue est venue vers moi en me disant qu'elle ne voyait plus le soleil qui était en moi habituellement. Et elle m'a demandé comment j'allais. Et au moment où elle m'a demandé comment j'allais, c'est comme si elle avait ouvert une porte en fait. Et j'ai éclaté en sanglots et j'arrivais plus à me reprendre. Et j'ai que pu lui dire que en fait non, ça allait pas. Alors, j'ai 28 ans, je suis interne en médecine générale, donc en 9e année de médecine à Brest, et je suis née et j'ai grandi à La Rochelle. J'ai eu une enfance très heureuse. À l'adolescence, ça a été plus compliqué. J'avais pris du poids, donc je détestais mon corps. Enfin, ça n'a pas été simple. Et j'ai décidé de faire médecine, et donc je suis partie à Lyon pour faire mes études de médecine. Et donc j'ai emménagé seule, et donc je me suis lancée vraiment à fond de manière très très scolaire, donc très rigoureuse, un rythme de vie un peu militaire ou de marathonienne. Donc c'était se lever tôt, se coucher tôt, faire du sport, manger très sain, bien travailler. Il nous avait conseillé de ne pas travailler le dimanche pour avoir un jour de repos. Je me sentais très bien, vraiment très bien, parce qu'en fait déjà ça me donnait une excuse pour ne pas avoir de vie sociale. Donc moi je me sentais très très bien, j'étais complètement dans le déni, et en plus j'ai un esprit de compétition assez marqué, donc le côté compétition tous les jours, etc., je pense que c'était un bon moteur. Et là en fait j'ai basculé dans l'anorexie, parce que comme je le disais avant, j'avais pris du poids à la fin de l'adolescence, et un de mes objectifs en arrivant à Lyon et en partant de chez mes parents, c'était de perdre du poids. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé, je contrôlais énormément ce que je mangeais, et je mangeais en fait que des légumes. Donc le dimanche matin, j'allais au marché à Lyon, j'achetais tous mes légumes pour toute la semaine, j'achetais 21 pommes, une pomme par repas, et j'achetais un steak haché. Et le steak haché, en gros, je le cuisais et je le coupais en 7. Et je mangeais un 7e par midi de steak haché en une semaine. Et je mangeais que des poireaux et d'autres légumes. Un petit peu de boulgour, parce que quand même, fallait un petit peu de féculents. Mais j'étais ravie, vraiment, mais ravie de me voir mince comme ça. Enfin, je me trouvais vraiment bien. À la limite, je me disais que je pouvais encore perdre un petit peu. Donc c'était c'était pathologique. Et quand je suis arrivée, je suis rentrée en avion. J'ai fait un Lyon-La Rochelle pour Noël, parce qu'en train c'était compliqué. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, ma mère a fondu en larmes en me voyant comme ça, toute maigre. Donc on a eu une conversation après. Elle était vraiment inquiète. C'était vraiment pathologique, mais c'est pas arrivé par hasard en première année, c'est qu'en fait, c'était une année où j'avais vraiment besoin de contrôler tout ce que je faisais, de contrôler mon travail, d'être très efficace, d'avoir vraiment mon perfectionnisme poussé à l'extrême. Enfin voilà, c'est vraiment pas arrivé à ce moment-là par hasard, mais heureusement après, c'est passé. Après ça, donc 2e, 3e année, en fait, c'est les années où il y a quand même un peu moins de pression. Il faut juste, entre guillemets, valider ses examens. Et donc là, j'ai pu un peu me détendre, me faire d'autres amis et faire quelques fêtes aussi. Aller en soirée étudiante.
Et en fait, j'ai rencontré mon premier copain en fin septembre de la 2e année. Et lui, il m'a fait manger des Kinder et tout ça. Et après, c'était bon. Je suis pas retombée dans l'anorexie. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à stabiliser mon alimentation. Et ça m'a pesé jusqu'à il y a encore 2 ans, en fait. Voilà. Et donc, j'ai continué mon cursus et j'ai fait ma 4e, 5e, 6e année dans une faculté parisienne. Et donc, la pression revient. Et en plus, j'étais dans une faculté qu'on peut dire élitiste et où en fait, on ne donne pas du tout une bonne image de la médecine générale. C'est-à-dire que réussir en tant que médecin, c'est faire une spécialité valorisée. Et après, je me suis dit, la médecine générale, c'est ce qui m'attire. Et donc, je me suis dit, je vais choisir médecine générale. J'avais décidé de venir en Bretagne depuis longtemps. C'était vraiment, je voulais habiter en Bretagne. Donc, ça, c'était sûr. Et finalement, quelques jours avant les choix, on en a reparlé avec mes parents. Je pense qu'ils pensaient que pour moi, je pourrais plus m'épanouir dans une spécialité hospitalière. Et donc, j'ai décidé de choisir la spécialité hospitalière. Et donc ça commence en novembre, le 2 novembre, le début de l'internat. Donc, c'est le début de 7e année. Et j'ai décidé d'emménager à Brest. Et entre-temps, j'avais rencontré un nouveau copain et on voulait tous les deux emménager au bord de la mer. Et j'ai commencé le 2 novembre, vraiment, j'étais, je pense, dans un très très grand état de stress. Au début, ça s'est bien passé parce que j'étais avec 2 médecins qui m'encadraient, qui étaient rassurantes, qui nous laissaient pas tomber quand on avait une question. Parce que ce qu'il faut bien quand même se dire, c'est qu'on se retrouve dans la journée, on est tout seul. En général, le médecin responsable du service, il est pas là physiquement. Et on nous pose, les infirmières, les infirmiers nous posent des questions. Et en fait, au début, on a fait de la médecine que parce qu'on a appris dans les livres. Et le temps que ça connecte, que les deux connectent, c'est vraiment stressant parce que vous avez peur de faire une erreur et que le patient meurt. Là, ce serait une grosse erreur, mais ça peut quand même, ça peut arriver. Et donc, ces 2 chefs-là, elles étaient vraiment formidables. Donc, mon début d'internat, c'était finalement très bien passé. Et ça a commencé à mal se passer quand j'ai changé d'unité. Et que je suis arrivée avec une chef avec laquelle ça s'est très mal passé. Et là, ça m'a vraiment... ça m'a fait m'effondrer. Donc, je suis arrivée dans cette autre unité et on m'avait prévenu que parfois, ça se passait mal avec les internes. Et donc le stage se passe progressivement et je suis de plus en plus fatiguée. Les gardes, vraiment là, ça fatigue vraiment beaucoup. Et en fait, petit à petit, je commence à déprimer sans trop m'en rendre compte au début. Alors je m'en souviens pas, mais mon copain me l'a dit, je pleurais tous les soirs et que je voulais rien faire à côté de mon travail. Je pleure... parce qu'il y a l'histoire d'un patient ou d'une patiente qui m'a touchée, où je pleure parce qu'en fait, je suis à bout, je suis trop fatiguée. Et en fait, mon copain faisait tout, la cuisine, les courses, le ménage, etc. Parce que moi, j'aurais vraiment jamais eu l'énergie, même de me faire cuire des pâtes. Voilà. Et je ne faisais plus rien. Impossible de prévoir des choses, de sortir. C'était vraiment... c'était difficile. Je sais plus exactement ce qui m'a décidé, mais au bout d'un moment, je me suis dit, là, vraiment, ça va pas. Et donc, j'ai envoyé un mail à la psychiatre de l'hôpital. Et donc, elle m'a vue quelques jours plus tard. Je lui ai dit je lui ai expliqué comment ça allait. Elle m'a dit, là, visiblement, tu es déprimée. On a parlé un peu de mesures qui pourraient m'aider, de trouver des choses à faire qui me plaisent, d'essayer de remanger un peu plus sainement, de refaire du sport. Elle m'a prescrit plutôt de la phytothérapie et on s'est dit que je voulais pas prendre de traitement. On se donnait une chance quand même pour que ça aille mieux sans traitement.
Et puis surtout, je savais que la fin du stage arrivait et que j'allais pouvoir changer de service et même de ville, parce que c'était dans une autre ville et que j'allais peut-être aller mieux, quoi. Ce qui était assez... Alors, je pense pas que ce soit étonnant, parce que je pense qu'à peu près tous les professionnels de santé sont capables de faire ça, mais même aussi plein de gens, je pense, dans leur métier, dans des milieux différents. Moi, ça n'allait pas du tout, mais quand j'étais en stage, je pense que tout le monde trouvait que j'allais très bien et que les patients, j'étais avec eux comme si j'avais été en pleine forme. C'est-à-dire que j'ai toujours été assez joviale avec les patients. Je prenais le temps de les écouter. En fait, j'arrivais vraiment à mettre une sorte de masque et à pas du tout montrer que moi, le soir, j'allais rentrer, j'allais m'effondrer. Après, il faut dire aussi qu'en fait, c'est un peu ça qui me faisait tenir. C'est que c'était la relation avec les patients. C'est aussi grâce à eux que c'était pas tant la catastrophe que ça. Mais ça m'est arrivé quelques fois de complètement, pour une remarque d'un patient, de complètement craquer devant lui, quoi. Donc là, c'était avant Noël. J'étais encore bien, mais bon, c'était quand même pas si simple. J'avais eu la garde du 25 décembre, donc je pouvais pas rentrer dans ma famille pour faire Noël. Et en fait, il pouvait pas sortir non plus pour Noël, il m'a un peu agressée. Et là, j'ai un patient, en me disant « Mais vous vous rendez compte que vous me faites vivre, que je puisse pas sortir ?» Et là, j'ai fondu en larmes en lui disant « Mais vous savez, moi non plus moi non plus, je vais pas faire Noël !» Et après, j'étais désolée d'avoir pleuré, mais du coup, il était désolé de m'avoir un peu mal parlé comme ça. Il y avait ce côté, les patients m'ont aidé à tenir, et le côté aussi du masque, et que ça, en fait, j'ai appris très tôt à le mettre en médecine, parce que les années précédentes, c'était pareil, quoi. J'allais en stage, vraiment, ça se voyait pas. Si j'avais eu d'autres passages à vide avant, ça se serait pas vu du tout, quoi. Porter ce masque en permanence, et c'est pas que vis-à-vis des patients, mais c'est aussi vis-à-vis des collègues de l'équipe soignante. En fait, c'est épuisant, parce que là encore, ça demande un contrôle à peu près permanent, quoi. Et ça, vraiment, ça a accentué ma fatigue psychique, parce qu'il fallait pas que je craque, quoi. Et c'est ça qui s'est passé avec ma chef à la fin, c'est que j'ai craqué. Et c'est là aussi que ça s'est un peu effondré comme un château de cartes. Vers la fin du stage, en fait, elle a commencé, alors je sais pas si c'est passé ses nerfs sur moi, mais à me faire vraiment des remarques méchantes, à m'humilier aussi devant les infirmières le matin quand on faisait les transmissions. Et le mardi de la dernière semaine du stage, en fait, il y a eu une sorte de clash. Et là, j'ai vraiment fondu en larmes devant elle. Et en fait, après, ça s'est transformé en une énorme angoisse. Et il me restait que 3 jours de stage à faire, mais je pouvais pas imaginer remettre les pieds dans le service. Enfin, j'avais vraiment tous les symptômes de l'angoisse physique, la peur, les sueurs, les tremblements, les cauchemars. Enfin, c'était vraiment très, très marqué. Et du coup, les 3 derniers jours de stage, en fait, j'ai recontacté la psychiatre de l'hôpital qui m'a arrêtée pour les 3 derniers jours. J'y suis pas retournée. Je trouvais ça nul comme fin, mais vraiment, j'avais trop la boule au ventre, c'était impossible, quoi. C'est vrai que je pense que ce qui m'a fait craquer, parce qu'en fait, c'est ça que j'ai dit à ma chef, c'est « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu sois contente de moi ?» Et donc, il y avait vraiment ce côté, je voulais être, entre guillemets, une interne parfaite. Et au final, je pense que, vu la situation à l'hôpital, en fait, si vous êtes perfectionniste, vous tenez pas, parce que c'est pas possible. Et ça fait craquer, quoi. Donc après cet épisode, qui m'a vraiment, en fait, que j'ai vécu comme un traumatisme, et en fait, après, j'étais dans un peu un état de stress aigu, c'est comme ça qu'on appelle ça en médecine, où j'avais vraiment donc les manifestations du stress et aussi des pensées, des idées noires, des idées suicidaires. Et je disais à mon copain, oh là là, j'aimerais tellement juste me jeter du pont ou mettre ma voiture dans un mur, ce serait tellement plus simple, ça réglerait beaucoup de problèmes. Bon, heureusement, ça n'a pas duré, parce que sinon, là, il aurait peut-être fallu quand même un peu plus de moyens thérapeutiques, je vais dire. Et en fait, vous vous retrouvez extrêmement seul.
Et en fait, les internes, on attend d'eux qu'ils travaillent et qu'ils ferment leur bouche et qu'ils se plaignent pas, quoi. Mais probablement des médecins aussi et de tout le monde à l'hôpital, en fait. C'est quelque chose qui est tellement... qui, à mon avis, concerne tout le monde. Et il y a toujours, je pense, cette difficulté dans le milieu de la santé, c'est de voir la souffrance de ses collègues, comme si, en gros, c'était pas possible d'être à la fois patient et médecin. C'est-à-dire que voilà, les patients, c'est les patients, on en prend soin. Les médecins, c'est comme si c'était des super-héros. Il faut pas qu'ils aient d'émotions, il faut pas qu'ils craquent, il faut pas qu'ils aient de problèmes. Et on prend, entre guillemets, pas soin de nous, entre nous, quoi. J'ai toujours été assez manuelle, donc même quand ça n'allait pas trop, j'adore tricoter. Donc je me suis tricoté un super poncho avec plein de torsades. Donc je tricotais en regardant mes séries, donc au moins je faisais ça. Je dessine, je fais souvent de la danse chez moi. Alors c'est vrai que quand ça allait moins bien, je dansais plus trop. Et puis de faire du chant surtout. Donc j'avais ma guitare avec moi et je chantais des chansons de Barbara pour me remonter le moral. Ça marchait quand même. Mais je pense que surtout la psychologue a vraiment été d'une aide précieuse. Bon, mon copain a toujours été vraiment d'une aide très précieuse. Lui, je pense qu'il était vraiment très triste de me voir dans cet état. Il était inquiet pour moi. Et en plus, on avait emménagé ensemble au moment où j'ai commencé l'internat. Enfin, là, on a emménagé ensemble à ce moment-là. On n'avait pas vécu ensemble avant. Donc je pense aussi peut-être que ça l'a inquiété sur la suite de notre relation. Mais surtout, j'ai changé de service. Il y avait aussi un côté qui était bien, c'est que c'était à Quimper et que les jours rallongeaient. Et donc parfois le soir, même en sortant assez tard, je pouvais aller voir la mer. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Apprendre un peu le surf aussi. Ça, c'était vraiment cool. Et le stage s'est bien passé jusqu'au mois d'octobre, où là j'ai commencé à vraiment être de nouveau très fatiguée. Et puis en plus, je suis aussi un peu du genre à... J'arrive parfois à dire ce que je pense. Et par exemple, il y a une fois où vraiment on m'avait demandé de faire quelque chose tard le soir et je trouvais que c'était pas normal. Et du coup, j'ai dit bah écoute, non. Et après, on m'a fait comprendre que j'étais pas censée dire non, quoi. C'est vrai qu'on voit souvent des médecins de peut-être plus, enfin de l'ancienne génération qui comprennent pas qu'on n'ait pas envie de travailler 70 heures par semaine et qui sont presque choqués en fait qu'on dise bah non, on veut pas faire que ça. Mais je pense aussi que les médecins, quand je dis les médecins de l'ancienne génération, donc ceux auxquels je pense notamment, pouvaient travailler 70 heures, 80 heures par semaine. Mais parce qu'aussi, s'ils avaient des enfants, en général, il y avait leurs femmes qui faisaient tout à la maison, qui souvent faisaient aussi leur comptabilité, et donc ils n'avaient pas à s'occuper de toutes ces choses-là. Et donc c'était possible aussi parce que leurs femmes le rendaient possible. Et donc mon évaluation de stage, mes chefs m'ont dit qu'il fallait quand même, d'après eux, que je songe sérieusement à changer de spécialité parce qu'ils pensaient que j'étais pas capable de rester à l'hôpital. Et je leur ai dit que j'étais arrivée à peu près à la même conclusion. Et surtout, je me disais, en fait, il y a des moments où je me dis que si je reste, je vais pas finir vivante mon internat. Et donc, ça m'a convaincue et j'ai fait ma demande de droit au remords. Et j'ai changé, je suis passée en médecine générale. Et là, la vie est redevenue belle. Ça m'a libérée d'un poids, mais énorme. Et mon copain a vraiment vu la différence. Il a vu que je me remettais à chanter, à danser, à rigoler, à sourire, à être heureuse, à pas pleurer tout le temps. Et donc, c'était bien. Et donc ça, j'ai changé en décembre de l'année dernière. Donc ça fait un peu plus d'un an. Moi, je réfléchis pas vraiment à l'avenir, entre guillemets, à long terme. Mon projet, c'est une fois que j'aurai fini l'internat, donc d'abord de faire quelques remplacements et ensuite de m'installer à la campagne, parce que je trouve que l'exercice est plus intéressant de la médecine générale à la campagne, et de faire vraiment un cabinet qui me ressemble, où ce sera coloré, où je pourrais chanter des comptines aux enfants, parce que j'adore chanter, et du coup, ça leur fait... ça peut leur faire plaisir. Enfin voilà, un truc qui me ressemble, où les patients, je l'espère, se sentiront bien et seront bien pris en charge. Et je pense que je vais devoir aussi apprendre à
et ben en fait, d'une certaine façon, à accepter qu'on travaillera pas avec les mêmes moyens et qu'il faudra faire du mieux possible, mais que la perfection ne sera pas possible. Et entre-temps, on a le projet d'aller à Tahiti en bateau avec mon copain, parce que ça, pour lui, c'est vraiment un projet, c'est son rêve, vraiment un de ses rêves. Et je me dis que j'ai quand même le droit de prendre 1 an où je fais pas de médecine, parce qu'après vraiment toutes ces années, voilà, on a quand même le droit d'avoir quelques rêves à côté. Il y a une chanson que j'aime particulièrement chanter, c'est All I Could Do Was Cry de Etta James, et j'adore la chanter, vraiment. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Olivia Muller. Réalisation Quentin Bresson. Production Naomi Titi. Coordination éditoriale David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte @aprèslapluiepodcast sur Instagram. I heard church bells ring. I heard a choir singing. I saw my love walk down the aisle on a finger. He placed a ring. Whoa, whoa, whoa. I saw them holding hands. She was standing there with my man. I heard them promise till death do us wrong. Ah bah j'ai oublié la suite, c'est fou ça.